Jean Chrétien a fait une rare apparition publique cet après-midi à Montréal. Il a participé au lancement de la saison littéraire des éditions du Boréal qui vont publier le 2e tome de ses mémoires le 16 octobre qui vient. Alors, Alain, c'est la suite de Dans la fosse aux lions, c'est ça? Oui, absolument, parce que Dans la fosse aux lions couvrait la période de 1963-1993 sous Lester B. Pearson et Pierre-Éliott Trudeau. Là, on va parler dans Passion politique, vraiment des années au pouvoir de Jean Chrétien, des années où il va nous parler de ses bons, de ses mauvais coups, de ses rencontres avec les grands de ce monde. Bref, ça sera disponible le 16 octobre. Et Sophie, ça vous donne un mois pour terminer le livre de Brian Mulroney. Si je m'ennuie de la politique, non. 40 ans et 9 mois, c'est assez. Jean Chrétien n'a rien perdu de sa verve. Celui qui a dirigé le pays de 1993 à 2003 donnera sa version de l'histoire. Dans Passion politique, Jean Chrétien traite de ses grandes réalisations, ratification du protocole de Kyoto, refus de participer à la guerre en Irak, redressement des finances publiques. Sur ce point, il n'a pas raté de répondre à Brian Mulroney, qui laisse entendre que la TPS, qu'avait promis d'abolir Jean Chrétien, est à l'origine de l'équilibre budgétaire. C'est pas la TPS qui a fait les surplus, c'est les coupures. Il traite aussi des moments plus ternes, sa mince victoire au référendum de 95 et du scandale des commandites, sans entrer dans les détails. Il n'y a rien à apprendre. Il y a eu 4 gars qui ont été mis en prison, des voleurs. Ah, c'est pour ça qu'on a de la police. Puis il n'y en a pas un qui était un libéral. Alors, checker. Mais lorsqu'on lui rappelle que son ami Jacques Corriveau est sous enquête... Bien, écoutez, les enquêtes, quand il y aura des charges, il y en aura. Mais moi, je ne condamne pas personne avant que la Cour se prononce. Dans le livre, il aborde également sa rivalité avec Paul Martin, qui voulait l'évincer en 2000. J'en parle, et c'est grâce à ce putsch de 2000 que j'ai fait un 3e terme. S'il m'avait laissé tranquille, je serais parti. Brian Mulroney écorche Lucien Bouchard. Jean Chrétien s'y refuse. Et même s'il veut garder son devoir de réserve, il n'a pu retenir ce commentaire. Je réalise qu'ils ont de la misère maintenant à avoir des gouvernements majoritaires. Alors ça me fait plaisir. Ça fait pas plaisir. C'est pas bon pour le pays, mais c'est pas méchant pour moi. Ça fait un petit blot. Ouais, disons que ça fait un petit blot. Celui qui ne craint pas le jugement des historiens espère au moins que les Canadiens reconnaîtront sa contribution pour le Canada. Alain Laforêt, TVA, Montréal. Plus question de nourrir nos enfants de malbouffe à l'école. Depuis le temps qu'on en parle, le gouvernement Charest a décidé d'agir. Le ministre de la Santé parle même d'une pandémie d'obésité. Et justement, certains lui reprochent d'avoir un peu trop attendu. Alexis Deschênes. Des machines distributrices sans boissons gazeuses qui ne vendent que du chocolat noir et des croustilles cuites au four. À l'école Roche-Belle de Québec, le virage santé a été pris il y a 4 ans. Derrière le comptoir à salade, ne cherchez pas les frites, elles ont été éliminées, sauf le jeudi, jour de poutine. On s'est donné des critères au niveau du choix des huiles, du type de gras. On s'est mis aussi, comme je vous parlais, des frites tantôt, vraiment de la malbouffe, de la diminuer au maximum. C'est meilleur pour notre santé, mais la nourriture est un peu moins bonne. J'aime mieux la bouffe santé, là, sérieux. Ouais. Pas faire comme aux États-Unis, là. Devenir gros. Mais déjà 22 %, presque le quart des enfants québécois sont obèses ou font de l'embonpoint. La prévalence de l'obésité, finalement, a presque doublé depuis une vingtaine d'années. C'est assez dramatique. Si la tendance se maintient, on devrait rejoindre les Américains au chapitre de l'obésité au niveau des enfants dans quelques années. Les jeunes Québécois font face à une pandémie, selon le ministre de la Santé. Il y a une pandémie parmi nous actuellement, qui est une pandémie d'obésité chez les jeunes, de sédentarité, qui donne des résultats tels que le fait d'avoir des cas de diabète chez des adolescents, Sainte-Justine. Alors, il faut qu'on s'en occupe très sérieusement. Après l'avoir promis au printemps dernier, le gouvernement Charest dévoilera vendredi à Montréal son plan pour éliminer la malbouffe des écoles, qui ne se limitera pas à l'interdiction des boissons gazeuses, qui cherchera aussi à sensibiliser. On peut bien vérifier que les plats de la cafétéria de l'école soient plus santé, puis c'est excellent de le faire. C'est excellent également de retirer les boissons à haute teneur en sucre. Très bien de faire ça. Mais si on n'explique pas en même temps aux parents et aux enfants pourquoi on le fait puis qu'est-ce qu'on vise comme résultat, on va échouer. Le gouvernement n'est pas en train de prendre l'avance. On est en train de rattraper un retard. Les politiques alimentaires, il y en a depuis longtemps dans plusieurs provinces canadiennes. Il était temps qu'il y ait une mesure gouvernementale. Finalement, ça fait longtemps qu'on en parle. Pour l'instant, chaque école avance à son rythme dans la lutte à la malbouffe. Mais le ministre Couillard a indiqué aujourd'hui que la nouvelle politique sera directive, qu'il y aura donc des cibles communes à atteindre pour toutes les écoles, mais aussi des moyens pour les aider. Alexis Deschênes, TVA, à Québec.
Bombardier recommande que ces avions Q400 qui ont décollé et atterri plus de 10 000 fois soient cloués au sol. Ça représente environ 60 des 160 appareils de ce type en service à travers le monde. Bombardier et Goodrich, qui fabriquent le train d'atterrissage du Q400, veulent que tous les aéronefs soient inspectés avant de les remettre en vol. La mesure a été prise à la suite des 2 incidents des derniers jours qui ont forcé 2 appareils à se poser en catastrophe à cause du bruit d'un train d'atterrissage. Un an plus tard, la fusillade au collège Dawson, racontée par les principaux policiers impliqués. J'ai eu une petite fenêtre qui m'a permis de l'atteindre. J'ai fait feu à 2 reprises rapidement. Tremblement de terre et alerte au tsunami se succèdent en Indonésie. Bienvenue chez nous vous est présenté par les agents Remax. Dans sa maison des Laurentides, Suzanne se sentait isolée et son cœur l'appelait auprès de sa famille. Elle a donc décidé d'abandonner les montagnes pour gagner la banlieue de Saint-Basile-le-Grand. Je considérais que j'étais en forme, assez jeune encore pour entretenir une maison et effectivement, je ne vois pas encore le jour où je vais m'en lasser. La maison de Suzanne est encerclée d'un immense terrain rempli de fleurs qu'elle entretient minutieusement avec l'aide de ses petits-enfants. J'aime travailler dans le jardin parce que ça apaise, ça calme, ça nous permet de penser, de rêver en même temps qu'on travaille et on réalise toujours quelque chose de beau. Les saisons passent et Suzanne ne se lasse pas de son jardin. Je me vois bien dans 10-15 ans encore dans mon jardin. Chaque printemps, chaque mois d'avril. Bienvenue chez nous vous a été présenté par les agents Remax qui vous invitent. La plupart des étudiants qui ont vécu la fusillade du collège Dawson se rappellent du travail des policiers qui sont intervenus pour neutraliser Kim Virgil. On vous en parlait un peu plus tôt. Paul Larocque a rencontré 5 de ces policiers. Voici donc le récit qu'ils font des événements de cette journée. Moi, j'étais en train de feuilleter dans mon livre certaines procédures. Et c'est là, en fait, que je vois dans mon champ périphérique Kim Virgil qui commence à faire feu sur les étudiants et qui se dirige directement dans l'école. J'entends Anne-Marie qui demande à approcher les véhicules, ça tire au collège Dawson. Je suis au coin de rue suivant et dans la voix déjà d'Anne-Marie, je vois que c'est vraiment urgent, il y a quelque chose qui se passe. J'arrive sur les lieux dans les secondes et en débarquant du véhicule, les étudiants se lancent sur le véhicule, ont besoin d'aide. Certains sont blessés. Et là, pendant que d'autres me disent, tes collègues sont à l'intérieur. Donc, des choix pas faciles à faire. Les victimes, le suspect. Et en plus, il y a d'autres rafales de coups de feu qui se font entendre. Là, vous arrivez, vous êtes les 3. Avant que vos 2 autres collègues arrivent, il se passe à peu près 6 minutes. Oui, il y a 6 minutes qu'on est 3 à l'intérieur. Le suspect, Kim Virgil, est caché derrière les distributrices à l'intérieur de la cafétéria. Les étudiants et les étudiantes sont barricadés à travers des chaises, des sacs d'école, des tables. Et là, ils nous regardent. Et là, à chaque quelques secondes, 6-7 coups de feu qui se donnent. Charge encore l'arme à feu, d'autres coups de feu. Et là, on attend le renfort pendant 6 minutes parce que le lieu géographique empêche une intervention immédiate. Okay. Mais lui est confiné, donc, à la droite de la cafétéria. Il est traqué. Okay. La chance qu'on a, c'est que l'individu, grâce à Alain Anne-Marie, est traqué dans le coin. Il ne peut plus sortir de là parce qu'on est là. Les fameuses images, on la voit, la mezzanine. Vous arrivez là, vous voyez Kim Virgil, vous lui dites quoi? Parce que vous lui criez quelque chose. Je fais juste l'interpeller. Je dis « Hey, toi! » pour attirer son attention sur lui. De lui, quand il me voit, il fausse sa carabine, puis il commence à faire feu. Là, moi, votre direction? À ma direction. Là, moi, je me couche par terre. Vous avez entendu les balles pas loin de vous. C'est ça. Là, on joue au salle à souris un certain nombre de fois. Toutes les fois que je me lève, les balles me sifflent autour de la tête. Puis, à un moment donné, j'essaie de trouver une stratégie, une façon d'intervenir. Parce que pendant ce temps-là, je suis tout le temps tout seul. Jusqu'à un moment donné que je vois bouger de côté dans ma vision périphérique, là, je me retourne, c'est là que je vois Denis arriver. Fait que là, pour vous dire que je suis content. Il y a 2 étudiants comme bouclier humain. Vous êtes accroupis. Oui. Votre arme est pointée vers lui. Oui. Et là, comment ça se passe? Dans le mouvement, parce qu'ils ont commencé à marcher vers les classes, dans le mouvement, j'ai eu une petite fenêtre
qui m'a permis de l'atteindre. J'ai fait feu à 2 reprises rapidement. Ça lui a fait perdre sa mitraillette, un peu comme on voit dans les films. Là. La mitraillette est partie dans les airs. Puis, il y a une autre balle qui a traversé le bras, puis ça l'a projeté par l'inertie, ça l'a projeté au sol. Fait qu'en arrivant au sol, là, moi, je me suis levé, puis les 2 otages, eux, ont quitté. Fait que c'était comme une espèce de soulagement en se disant, mais là, la cible est dégagée, puis ça va s'arrêter là. En terminant, votre récit glace le dos pour quelqu'un qui n'est pas formé comme vous l'êtes. Vous avez tous les 5 mis votre vie en péril dans cette opération-là. Je vais vous poser une question très simple. 1 an plus tard, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes parvenu à surmonter ça dans vos vies à vous? Là? Oui, c'est sûr moi, personnellement, j'y pense encore à tous les jours, mais ça ne doit pas affecter mon rythme de vie et ça ne doit pas affecter mon travail. Vous êtes parvenu à le faire? On finit par vivre avec. Comme on dit, on deal. Mais il faut faire en sorte que si ça arrive une prochaine fois, il faut être apte à le faire. Il faut être prêt pour ne pas se laisser abattre par un événement. Il restera toujours un poids qui va rester pour le reste de la carrière parce que d'avoir entendu les cris des jeunes étudiants innocents, on ne peut pas rester indifférent. Et il va toujours rester un poids sur les épaules jusqu'au restant de nos jours, ça c'est clair. C'est un événement qui marque. C'est un événement qui va toujours rester là. Mais en même temps, comme Denis disait, c'est une page. Il faut la tourner à un moment donné. On a fait notre travail, on a fait ce qu'il fallait faire. Et c'est tout. Il faut continuer, puis il faut continuer à avancer. On y repense quotidiennement, effectivement. Mais une chose aussi qui aide à alléger un peu la gestion des émotions de ces événements-là, c'est le fait que dans ce type d'événement-là, généralement, les policiers, c'est la critique qui vient être la plus dure pour, comme je disais tantôt, la gestion du stress. Dans cet événement-là, on n'a eu aucune critique de nulle part, ni des médias, ni aucune remise en question, aucun doute. Ça allège. Ça vous a aidé? Ça l'allège beaucoup, je dirais, la gestion des émotions. Le fait que personne ne te remette en question, que personne ne soit derrière toi à juger ou à tenter de juger ce que tu as fait. C'était noir sur blanc, puis on est fiers de ce qu'on a accompli, puis de ce que tous les policiers cette journée-là ont accompli. Vous savez, vous avez toutes les raisons au monde d'être fiers du travail que vous avez fait. Merci beaucoup à vous 5. Merci. Merci infiniment. Alors, pour voir l'intégrale de cette entrevue et tout notre dossier sur les événements de Dawson, allez sur notre site olcn.canoe.ca. Vous avez répondu à un tas de questions sur vous l'an dernier et voilà le résultat. Statistique Canada nous a servi aujourd'hui le grand portrait de la famille canadienne et c'est révélateur des changements profonds que vivent les couples. Ça pourrait presque s'appeler « Au diable mariage, vive l'union libre ». Raymond Filion. Papa, maman et les enfants. Il n'y a pas si longtemps, c'était la famille typique. Mais le portrait a bien changé, tellement que pour la première fois dans l'histoire du pays, les personnes mariées sont en minorité. Les données du dernier recensement indiquent que plus de la moitié des Canadiens sont soit divorcés, séparés, veufs ou n'ont jamais été mariés. Le mariage n'a jamais été aussi impopulaire. C'est plus comme quelque chose qu'on voit comme dans l'ancienneté. Aujourd'hui, ce sont les unions libres qui ont la cote, surtout au Québec. Si à l'échelle canadienne, 15,5 % des couples vivent maintenant en union libre, la proportion grimpe à 35 % au Québec. C'est 9 % plus élevé que dans les pays scandinaves, les traditionnels leaders mondiaux à ce chapitre. Et attention, le phénomène des unions libres au Canada, ce n'est pas seulement l'affaire des jeunes couples. Les croissances les plus importantes, on les voit dans le groupe d'âge 60-64 ans. Alors, c'est vraiment un phénomène qui se partage avec tous les groupes d'âge. Autre phénomène en croissance, les enfants vivant avec un seul parent. Une famille sur 6 est monoparentale. Les jeunes adultes, eux, tardent de plus en plus à quitter le nid familial. Alors qu'en 1986, 15 % des 25 à 29 ans habitaient toujours chez leurs parents, ils sont maintenant 26 % à demeurer à la maison. Je pense qu'il y a aussi un facteur culturel qui fait que les jeunes ont tendance à rester plus longtemps, puisqu'ils étudient plus longtemps, le marché d'emploi est peut-être pas nécessairement encore très ouvert. Enfin, pour la première fois, le recensement contient des chiffres sur les mariages entre conjoints de même sexe. Sur 45 000 couples gays dénombrés en 2006 au Canada, plus de 7 400 étaient mariés. Le nombre de couples de même sexe a augmenté de 33 % en 5 ans par rapport à seulement 6 % d'augmentation chez les hétérosexuels. Pas de doute, le portrait de famille des Canadiens change rapidement, pour le meilleur ou pour le pire. Raymond Filion, TVA, Ottawa.
Alors, Denise Bombardier est avec nous. Denise, qu'est-ce que vous pensez là, de cette radiographie de l'état amoureux? Mais je pense que ça sont les cœurs et les reins de la société québécoise. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se réjouir de ça, qui vont trouver que c'est un signe d'affranchissement social. On bat tous les records mondiaux. Mais quant à moi, je trouve qu'on devrait plutôt s'inquiéter. Et d'une certaine façon, c'est assez triste, puis il faut s'interroger. Il est vrai, effectivement, qu'il y a une peur du mariage au Québec. Et là, ce que je vais dire, je ne veux pas faire de polémique avec ça. Je respecte totalement tous les gens qui sont installés en union libre et qui ne sont pas mariés. Il y a une vérité dans les relations amoureuses. Mais il y a quand même un phénomène social derrière ça. Et le fait d'avoir si peur de se marier, et c'est un phénomène qu'on retrouve, on le sait bien, tout le temps, comme si le mariage était l'équivalent du... Quand on dit mariage, les gens pensent divorce. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est certain que ceux qui ne se sont pas mariés depuis plusieurs années, ce sont, entre autres, les vétérans des divorces de leurs parents, n'est-ce pas, qui ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vécu dans leur enfance, des parents qui se séparaient. Il y a tous les désillusionnés du mariage, des unions, hein, qui ont connu, qui se sont mariés, qui ont cru et qui n'y croient plus. Et il y a également des gens qui croient que le mariage, c'est pas important parce que du moment qu'on se met ensemble, ça va. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas que des êtres de l'intimité. Parce que quand on se met ensemble, c'est « je t'aime, tu m'aimes », on s'installe en ménage. Le mariage, c'est plus que ça. C'est un pas de plus, je dirais, quelque part, dans l'engagement. C'est un serment? C'est un serment. Il y a quelque chose de sacré et c'est pas du tout nécessairement sur le plan religieux. C'est qu'on dit à la société... Non, parce qu'il y a des mariages civils là-dedans. Là bien aussi, sûr. là, oui. Nous sommes des êtres sociaux, nous nous aimons et nous voulons dire à la société que nous prenons le risque d'affirmer que notre amour va durer. Donc, je pense qu'il y a, dans le désir de se marier, un désir de perpétuer l'amour, alors que quand on ne se marie pas, c'est comme si ça ne marche pas, bien, ce sera moins grave. Et c'est tellement vrai au Québec qu'on a un problème avec le mariage qu'on a changé le vocabulaire. C'est le seul endroit au monde où on ne s'appelle plus mari et femme, on s'appelle mon chum puis ma blonde. On a voulu totalement, comme si on avait voulu éradiquer tout ce qui touche au mariage. Et en ce sens-là, c'est inquiétant. Bien. Merci beaucoup, Denise. Le portrait météo avec Colette dans 30 secondes. Restez là. Vous avez peut-être déjà entendu ces sons. Ce sont les plus beaux du monde. À l'occasion du centenaire de Sainte-Justine, vous pourrez vous procurer ces produits dans tous les Archambault et les superclubs Vidéotron. Les profits seront versés au centenaire de Sainte-Justine pour que chaque petit son devienne un hymne à l'espoir. Sainte-Justine, 100 ans à faire grandir la vie. Alors, Colette, dépression à l'horizon. Oui, à l'horizon, à long terme cependant, pour vendredi. Donc, demain, ce qui va se passer à court terme, une autre très belle journée. Il y a toujours ce centre de haute pression sur presque tout le Québec. Des vents qui seront légers en général, sauf pour les régions plus à l'est, où il y aura encore de bons vents, 30 à 50 km à l'heure pour la Côte-Nord, Basse-Côte-Nord. Et retour du beau temps graduel là, sur tous les secteurs, température légèrement sous les valeurs normales. Ça, c'est le portrait pour demain. Vendredi, il y a un bon système dépressionnaire en provenance de l'Ouest canadien qui va s'amener sur nos secteurs. Il est accompagné d'un front chaud, donc vous allez le constater là, dans quelques instants. Les températures seront vraiment douces vendredi, mais on aura quelques percées de soleil et les averses qui devraient s'amorcer. Et le système va traverser nos secteurs accompagné d'un front froid pour samedi. Et là, il y aura vraiment des précipitations. Évidemment, c'est encore très loin. Regardons les bonnes nouvelles en détail. Donc, pour demain, belle journée en perspective. Ce sera ensoleillé pour l'Outaouais, 21 degrés. Pour toutes les autres régions, alternance de soleil et de nuages, des vents qui seront légers, température légèrement sous les valeurs, puisqu'il est normal qu'on ait tout près de 20 degrés comme maximum. Demain, les températures varieront entre 16 et 19 degrés. Et regardez vendredi ce que je vous expliquais. Front chaud qui s'amène, donc il y aura des éclaircies, des températures vraiment agréables, 22 à 26 degrés comme maximum, mais de l'instabilité avec cette approche d'air chaud, donc des averses qui sont prévues pour les Laurentides, pour la Naudière, pour la Mauricie.
quelques averses en après-midi pour Montréal, mais ce sera encore beau pour les cantons de l'Est et l'Outaouais. Maintenant, pour les régions plus au centre, là aussi vraiment beau, très venteux pour les îles de la Madeleine, 14 degrés. Partout ailleurs, il y aura du soleil, nuages un peu plus fréquents pour les Bois-Francs et la Beauce. Température pour ces secteurs de 12 à 17 degrés. Et vendredi, graduellement, l'air chaud va s'amener. Donc, il y aura des averses pour Québec, quelques averses pour les Bois-Francs. Ça restera très beau pour la Beauce, un ciel couvert pour le Bas-Saint-Laurent et encore du beau temps pour la péninsule gaspésienne et les îles de la Madeleine. Au nord et à l'est, belle journée demain, mais plutôt fraîche pour la baie James. 8 degrés, de la pluie mêlée de neige à Fermont. Belle journée pour les autres secteurs, là aussi 11 à 13. C'est un peu frais pour ce temps-ci de l'année. Vendredi, il y aura de la pluie presque partout, à l'exception de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord. Et regardez demain les destinations à faire. Partout, il y aura du soleil et les températures varieront entre 21 et 24 degrés. Un peu plus tard, je vous donne les résultats des tirages de l'Auto-Québec et les aperçus à long terme. Oui. Voilà tout. À tantôt. Oui. Alors, on retrouve Denis Lévesque maintenant. Denis, ce soir, vous nous parlez du mystère là, qui entoure la disparition de la petite Madeleine McCann au Portugal. Oui, Sophie, c'est une histoire qui passionne toute l'Europe. Maintenant, la question, c'est est-ce que les parents sont responsables de la disparition de leur petite fille? En tout cas, les policiers y croient et ils ont lancé une vaste opération de fouille tout autour d'une église. Claude Charron se passionne pour ce cas. Il va nous donner les détails de cette enquête et nous aurons des avocats pour commenter. Et puis, un témoignage assez bouleversant d'une jeune fille de 26 ans qui a le cancer du sein. Imaginez-vous, habituellement, on a l'impression que ça frappe chez les femmes un peu plus âgées. À 26 ans, ça a été tout un drame pour elle d'apprendre ça. J'ai ma mère qui est décédée de ça. Mes deux grands-mères sont décédées de ça. J'ai une tante qui a eu le cancer de chaque sein et des ovaires. C'est sûr qu'on regarde aussi son historique familial puis on se dit, OK, moi, de mon côté, là, est-ce que ça va être le même scénario? Là? Après, ça va être l'autre sein, puis après, ça va être les ovaires. Et Sophie, son combat n'est pas fini. Vous allez le voir ce soir à 23 h. Donc, on sera là tantôt. Merci, Denis. À tout de suite. Au retour, des médecins américains tenteront de redonner un visage à cet enfant irakien attaqué sans raison par des étrangers. Et en photo, on vous présente Rosalie qui cueille les arcs-en-ciel. Un an après la tragédie de Dawson, revoyez les photos et découvrez ce que les victimes et secouristes la boule à vos attentes. Il y a souvent des histoires assez insoutenables dans nos bulletins de nouvelles, mais le fait de dire, de raconter, de montrer des images fortes donne parfois des résultats plutôt tangibles. Vous vous rappelez du petit Youssef, ce petit Irakien qui avait été aspergé d'essence, brûlé vif par des étrangers? Eh bien, la médiatisation de son cas a fait en sorte qu'il est maintenant sous traitement aux États-Unis. Guy Lalonde. Youssef vient de mettre le pied dans un tout autre monde. L'enfant est maintenant à Los Angeles avec sa famille. Il a fait le voyage en avion, un voyage de 24 heures à partir d'Amman, en Jordanie. Son séjour est financé par la Fondation américaine des enfants brûlés et par plusieurs autres organismes que l'histoire de Youssef a bouleversé. Voici Youssef avant les événements, un enfant joyeux qui rêvait de devenir médecin. Mais en janvier dernier, alors qu'il joue devant chez lui à Bagdad, des hommes masqués sortent de nulle part avec un bidon d'essence. Ils m'ont aspergé, ont mis le feu et se sont enfuis, avait-il raconté. Un geste que la mère a eu le courage de dénoncer publiquement, malgré le danger. Son message a été entendu. 8 mois plus tard, Youssef et les siens se retrouvent enfin loin des tirs de fusil et des explosions, dans un coquet petit appartement bourré de jouets. Il est à Los Angeles pour un traitement médical d'1 an, au cours duquel il subira plusieurs opérations douloureuses. On réussira sans doute à lui refaire un visage, mais on guérira plus difficilement son âme, à jamais marquée. Guy Lalonde, pour le réseau TVA. Et d'un enfant touchant à un autre, voyez ce que Marie-Hélène Picard nous a envoyé. Une belle photo de Rosalie Dubuc. Il paraît qu'elle voit des arcs-en-ciel un peu partout, à tout bout de champ. Alors son papa, Patrick, a décidé d'immortaliser celui-là et de le déposer entre ses petites mains. Ça vous décroche un sourire, ça. Alors merci pour cette splendeur. On attend vos photos. Vous avez l'adresse espacecanoe.ca/Sophie Thibault et tous nos albums photos s'y trouvent et ça vaut le coup d'œil, je vous assure.
Une autre alerte au tsunami a été émise il y a quelques minutes à peine en Indonésie. C'était la 4e en moins de 24 heures et ça fait suite au puissant séisme de 8,4 sur l'échelle de Richter qui a frappé au large de l'île de Sumatra hier. Les répliques sismiques se multiplient depuis. Jusqu'à maintenant, des vagues énormes ont été observées, mais il n'y a pas eu de raz-de-marée. 2 personnes sont mortes lors de la secousse initiale qui a été ressentie dans une bonne partie de l'Asie. Après la pause, un portrait des joueurs sur l'échiquier des élections partielles dans Saint-Hyacinthe-Bagotte. Assorti de la meilleure protection au pays, chaudement recommandé par le magazine Consumer Guide. Une liste de caractéristiques dignes de vos rêves les plus fous. Il ne manque que vous. La Cobalt LT à 196 $ par mois. S'installe. À TVA. Les beautés. Dimanche. Québécois, l'autre par le Parti libéral. Ces partielles sont importantes pour tous les partis qui vont constater un peu l'humeur de l'électorat. Yves Malo va nous présenter un portrait de ces 3 comtés ce soir, Saint-Hyacinthe-Bagotte. Cette circonscription, surtout agricole, est bloquiste depuis 1993. Le démissionnaire Yvan Loubier avait obtenu 56 % des voix en janvier 2006, plus que le double que son plus proche adversaire. C'est son adjointe qui tente de lui succéder, Ève-Marie Taïtilak, une femme de 35 ans née au Vietnam, adoptée à l'âge de 2 ans par une famille du comté. Moi, les gens m'abordent et me disent souvent, vous, madame, c'est quoi votre nationalité? Puis je leur dis, je suis québécoise. Ils me disent, oui, mais non, je vis au Québec, je suis d'origine vietnamienne, mais je suis une Québécoise. L'aspirant numéro 1 est un conservateur, Bernard Barré. Cet ancien candidat déquiste, commentateur de boxe, ne participe pas au débat. Les électeurs le voient peu. Malgré tout, il compte sur le bilan de Stephen Harper pour renverser la tendance. Les gens ont pris beaucoup confiance au Parti conservateur, en particulier par le fait que M. Harper, tout ce qu'il avait dit qu'il était pour faire en 2006, mais il l'a réalisé. Bernard Barré a la conviction que les gens de Saint-Hyacinthe-Bagotte l'éliront pour être collés au pouvoir. Si je suis élu, le lendemain, je suis au pouvoir. Donc, je suis avec les personnes qui décident. Ça va être à moi d'être assez brillant, assez intelligent, d'être capable de connaître les bonnes personnes, faire progresser les dossiers. Je vais aller à Ottawa défendre les intérêts de la circonscription. J'aspire pas à être nommé ministre. Que mes seuls intérêts, c'est de défendre les gens d'ici. Au point de vue du protocole de Kyoto, le gouvernement canadien fait que, je sais pas si c'est libéral. Oui, c'est libéral. En 98, c'est libéral. Et les conservateurs ont coupé ça. Le 3e joueur est le libéral Jean Comartin, qui ratisse le comté inlassablement. Le parti a eu un très maigre 9,8 % d'appui à la dernière élection. C'était à cause du scandale des commandites, dit-il, un sujet dont il n'entend plus parler. Au contraire, moi, ce que je vois dans ma démarche, quand je rencontre les citoyens, c'est plutôt une population qui a des griefs contre la candidate bloquiste, une population qui a des griefs contre le candidat conservateur. 20 mois après l'élection générale, y a-t-il eu des événements suffisamment significatifs pour faire basculer le vote et faire perdre ce comté au Bloc québécois? Les instances du parti croient que non, ont bien confiance, beaucoup plus que dans Roberval. Yves Malo, TVA. Saint-Hyacinthe. Myriam Bédard a donné sa version des faits à son procès pour l'enlèvement de sa fille. Elle a soutenu que jamais elle n'a cherché à priver le père Jean Paquet de son droit d'accès à sa fille et que ce n'était pas son intention quand elle s'est rendue à Washington avec son conjoint Nima Mazari pour dénoncer le terrorisme bureaucratique canadien. Et la médaillée olympique a surpris tout le monde. Elle comptabilise tout le temps que sa fille passe avec son père. En 2006, c'était 16 jours, 9 heures et 21 minutes.
La chasse à l'homme et à l'Acura rouge se poursuit toujours dans l'espoir de retracer la petite Cédrica Provencher. Par contre, la police a mis fin aux recherches pour retrouver l'aérostar Bourgogne et son propriétaire, possiblement impliqué dans l'enlèvement d'un enfant. 600 appels ont été reçus, toutes les vérifications ont été faites, aucune disparition n'a été signalée. Donc la police considère qu'il s'agissait probablement d'une mauvaise interprétation de l'événement. Je vous mentionne que le CD de la chanson Cédrica a été mis en vente aujourd'hui. Une partie des profits sera versée à un organisme de Trois-Rivières appelé Solidarité Cédrica. Mes parents disaient toujours, l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert avec le temps. Chirurgie Vision est là depuis plus de 15 ans. Fiez-vous à l'expérience. Chirurgie Vision. Vers un réchauffement, donc vendredi, ça devrait être encore un peu plus chaud. Pour ce qui est du temps qu'il fera des nuages, avec les nuages prévus par ordinateur, on le voit très, très bien, le déplacement. Donc, il y a un système qui va devenir assez intense, tout à fait dans le nord de l'Ontario, et on voit déjà ici le front froid qui va s'installer. Il va y avoir beaucoup de précipitations avec ce système. Mais en attendant, c'est assez beau en général. Alors, regarde ça en détail. Dans les provinces atlantiques, comme vous venez de le voir, il n'y a pratiquement pas de nuages, donc c'est généralement ensoleillé. À Saint-Jean-Terre-Neuve, qui pourrait voir quelques passages nuageux, et ce sera venteux à Saint-Jean-Terre-Neuve. Dans l'est, alors en général ensoleillé avec passages nuageux. Il y a la côte nord qui aura un petit peu plus de nuages, et ce sera encore venteux sur la côte nord, mais moins qu'aujourd'hui. Des vents d'ouest quand même de 40 à 60 km à l'heure. Pour les régions de Québec, c'est du beau temps. La Beauce, un ciel variable, donc alternance soleil-nuage. Saguenay-Lac-Saint-Jean, des percées de soleil et des vents modérés du secteur ouest. Dans le sud-ouest, alors c'est une belle journée. C'est ensoleillé avec des passages nuageux. Passages nuageux qui vont être un petit peu plus fréquents en terrain montagneux, mais quand même, ça reste beau. Dans le nord-ouest, donc, comme je vous le disais, du gel généralisé là, pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Sinon, c'est assez beau. Il y a des percées de soleil. Il y a Radisson qui va avoir du temps pluvieux et venteux dans cette région. En Ontario, alors pour Ottawa, Toronto et Windsor, c'est généralement ensoleillé. Sudbury, c'est un ciel plutôt variable. Ils ne sont pas sous le coup du gel, mais cependant, Hearst l'est. Et on le voit très bien avec un minimum de -1. On attend de la pluie en fin de journée à Hearst. Thunder Bay, il y aura des averses. Dans l'ouest, à Winnipeg, ce sera pluvieux et très venteux. Des vents d'ouest 40 à 60 km à l'heure. Regina, nuageux, venteux du nord-ouest, là aussi, 40 à 60 km à l'heure. Et à Regina, possibilité de flocons demain matin. Probabilité de 40 % mais quand même. Et puis, dans les autres régions, bien, c'est du beau temps. Alors, dans le... Partez tôt, car les Focus 2007 partent vite. Très vite. La confiance, ça se mérite. Intrigante, étonnante. Léger, température légèrement sous les normales saisonnières, 17 à 19 comme maximum pour les régions plus au centre, là où Triplex, 12. Du sein touche beaucoup. Les policiers pensaient bien être capables de prouver que les parents de la petite fille étaient à l'origine de sa disparition. Ils étaient sûrs de disposer d'une preuve d'ADN, donc hors de tout doute, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Ça ne les arrête pas pour autant. Ils ont décidé de mener une grosse opération de fouille, de creuser les rues et les terrains autour d'une église. Alors, histoire de bien comprendre cette enquête remplie de rebondissements, c'est le cas de dire, je joins à Paris notre collègue Claude Charron. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Denis. Alors, beaucoup de gens sont tombés sur le dos en apprenant que la mère était soupçonnée. Qu'est-ce que les policiers ont décidé de faire maintenant? Ben voilà, puisque vous venez de le dire, la preuve n'a pas l'air en béton. On va essayer une autre recherche maintenant. On va creuser alentour de l'église. Il faut bien dire que les parents de la petite Madé sont des catholiques pratiquants. On sait qu'ils ont été reçus par le pape au Vatican à la fin du mois de mai dernier, alors que l'enfant était disparu depuis un peu plus de 3 semaines. Donc, catholiques pratiquants, on leur avait laissé l'accès à l'église. Ils pouvaient aller prier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Alors, comme on pense qu'ils ont pu disposer du corps de la petite, on se dit que l'hypothèse qu'il l'ait caché quelque part dans l'église, dans ou autour de l'église, mérite d'être fouillée et c'est ce qu'ils vont faire au cours des prochains jours. L'autre grande nouvelle aujourd'hui, Denis, qui vient s'ajouter à ce dossier, c'est que le juge qui va maintenant peser la qualité de la preuve que les policiers ont ramassée, avant de décider si oui ou non il va formellement inculper les parents qui sont aujourd'hui en Angleterre, le juge a annoncé qu'il rendrait sa décision d'ici 10 jours. La loi du Portugal lui permettait de prendre jusqu'à 3 mois.
Mais évidemment, il sent qu'une pression publique est énorme de tous bords, de tous côtés. Donc, il a fait savoir que d'ici 10 jours, on devrait savoir si les parents sont formellement inculpés de l'homicide involontaire de leur enfant. Alors, Claude, on a une carte ici là, qui représente la petite ville de Praia de Luz. On voit où était situé l'appartement des Mécanes. C'est un complexe touristique haut de gamme. Vous l'avez dit, ce sont 2 médecins. Et ils sont allés prendre un verre au bar Tapas devant. Ils avaient laissé... Il est à 100 mètres, il faut bien dire qu'il est à 100 mètres, à peu près 1 minute et demie à pied de l'appartement où dormaient les 3 enfants. Et bon, il y a des gens qui ont dit que c'était irresponsable de les laisser là, sauf qu'eux, ils disent on y allait assez régulièrement là, pendant qu'on prenait un verre au bar Tapas et qu'on mangeait. Il y a toujours quelqu'un qui allait voir si l'enfant ou les enfants étaient là. Ils étaient 7 couples ensemble, des Britanniques qui prenaient leurs vacances ensemble, la plupart ayant de jeunes enfants comme les McCann. Et donc, ils avaient l'habitude de se rassembler, non pas au restaurant de l'hôtel, mais à ce bar où on pouvait déguster des huîtres et des choses comme ça. Et à tour de rôle, les parents allaient visiter ou faire le tour pour voir si les enfants dormaient bien. Donc, faisaient 3 ou 4 des appartements avant de revenir. Et après ça, 20 minutes plus tard, c'était le tour d'un autre de se lever. Et c'est ce qui explique que la porte de l'appartement était débarrée. Au cas où on aurait entendu, lors d'une de ces vigiles, on aurait entendu un enfant gémir ou pleurer, n'importe quel des adultes aurait pu entrer dans l'appartement, y compris là où c'était pas le sien, mais simplement pour aller rassurer l'enfant au milieu d'un rêve. OK, donc à 100 mètres, on le voit sur la carte de différence. Ce que vous nous avez expliqué, c'est que une fois qu'on a enlevé l'enfant, ça a été la panique, il va sans dire, interrogatoire de police, etc. Ils sont restés au Portugal et ils allaient prier assez régulièrement à l'église. On va voir où se situe l'église, là, sur cette carte-là, qui est quand même de l'autre côté du village, mais quand même pas très loin. Il y a des travaux routiers. Ce que vous voyez en jaune, ce sont des travaux routiers. Et ce qu'on veut, et ce qu'on a commencé à faire, Claude, c'est qu'on creuse tout autour de ça, parce qu'on se dit peut-être qu'on aurait enterré la jeune fille dans ce coin-là. Ben, on se dit, la seule hypothèse possible, et encore, elle peut apparaître farfelue, mais enfin, la police doit savoir ce qu'elle fait, c'est ce qu'on se dit, c'est que s'il y a eu cadavre d'enfants, même s'il est minuscule, il fallait en disposer quelque part. Est-ce que des travaux publics qui sont en cours dans cette ville touristique du Portugal ont pu donner l'occasion de dissimuler le corps en quelque part? La police, pour étayer sa preuve, est bien obligée éventuellement de trouver un cadavre. Et d'après ce qu'on peut comprendre, en tout cas, c'est ma compréhension, vous me corrigerez, c'est que les policiers, avec les cheveux et le liquide corporel qui aurait été trouvé 25 jours après, dans un véhicule qui a été loué par les parents de la petite Maddy, démontreraient à 80 que ce serait de l'ADN qui correspondrait à la petite fille. Alors, je vous corrige parce que le détail que vous avez omis est important. Ce n'est pas dans un véhicule qui a été trouvé dans un véhicule 25 jours après la disparition d'enfants. Le véhicule a été loué 25 jours après. Donc, ça présuppose... Le véhicule ne l'avait pas au moment du 3 mai. Ils ne l'ont loué que le 28 mai. Et c'est dans ce véhicule qu'on aurait retrouvé de manière microscopique des taches de sang et des traces de cheveux de la petite. Ça veut donc dire que, et là vous demanderez aux enquêteurs que vous allez accueillir tout à l'heure à votre table ronde, mais est-ce que c'est possible qu'un corps d'enfant décédé depuis 28 jours ait encore des traces de sang et de cheveux? Et est-ce qu'on peut encore déplacer une telle chose? Là, on est rendu dans le morbide. Et c'est là où la faiblesse de la preuve de la police est en train de s'étaler au grand jour. Et c'est ça qui fait que un peu l'opinion publique, très surprise en fin de semaine dernière de l'interrogatoire serré auquel la mère d'abord, le père ensuite ont été soumis à la surprise générale, alors que la grande compassion envahissait toute l'Europe ici, on peut dire le monde entier. C'est là que le balancier est en train de revenir en faveur des parents, parce qu'on se dit, ou bien la police a une preuve en béton, ou bien elle n'a rien.
Et là, on se dirige plus vers rien que vers une preuve en béton. Oui, parce que ça a l'air assez bancal. On dû le retransporter dans la voiture. On l'aurait enterré d'une façon temporaire autour de l'église en question, puis on aurait été la transporter après, puis ils n'ont pas l'ombre d'une preuve de ce transport-là. C'est un peu compliqué. Dites-moi, j'ai lu à quelque part, peut-être que le courant de sympathie subsiste en Europe, comme vous me dites, mais qu'en Grande-Bretagne, c'est moins évident. Ils sont retournés en Grande-Bretagne dans leur village et il y avait des pancartes qui avaient été installées en signe d'encouragement de la famille au cours des derniers mois. On a tout enlevé ça, puis il paraît qu'il n'y a plus grand monde qui veut leur parler à ces gens-là. Mais là, c'est le doute, hein? C'est le doute, parce que, évidemment, autant on attendait le retour des parents, d'abord pour leur offrir de vive voix leur sympathie. Là, c'est plutôt des inculpés potentiels qui sont revenus. Donc, disons que la chaleur de l'accueil n'était pas là. Mais si je lis les journaux britanniques, et on en les résumait encore ce soir ici à la télévision française, les journaux britanniques sont en train de remettre le soupçon sur la police portugaise en disant « Nous avez-vous trompé? Est-ce que vous avez une preuve solide? Si oui, sortez-la le plus rapidement possible. » Parce que là, on commence à se dire, si ces gens-là sont innocents, en plus d'avoir perdu leur enfant, s'ils sont suspectés en plus, là, on est en train de s'acharner sur des êtres humains. Je comprends. Et surtout les grandes vedettes qui les ont appuyés, à un moment donné, ils avaient l'impression de perdre la face. Maintenant que le courant semble encore du côté des parents, ben, les Beckham, même le pape Benoît XVI a appuyé. Mais oui, parce les que parents. c'est une famille de catholiques, je vous le disais à l'instant, pratiquants. La preuve, le curé de Praia-de-Luz leur avait offert la clé de l'église pour qu'ils puissent aller prier quand bon leur semblerait. Il faut bien dire que les déplacements de cette famille-là aussi, ça aussi c'est un autre doute, les déplacements de cette famille-là étaient comme suivis au pas. Il y a des journalistes qui campent jour et nuit devant le Ocean Club, qui est la résidence où était la famille en vacances. Donc c'est difficile à croire aussi surveillés que cela, ils soient sortis de leur appartement pour aller disposer du corps dans l'église. Mais enfin, c'est les prochains jours. Là, je pense qu'on arrive à un dénouement. Mais il y a quelqu'un, Denis, qui va perdre la face là-dedans. Soit des parents, s'ils sont vraiment des gens, non pas des criminels, je dirais pas le mot, parce que on est tous d'accord pour dire que si la mort de l'enfant est arrivée, c'est une mort involontaire. C'est-à-dire qu'on aurait donné des sédatifs, et ils sont des médecins tous les deux, on aurait donné des sédatifs aux enfants pour les faire dormir, pour qu'ils puissent aller manger en paix. Mais ça non plus, c'est pas... La petite ne se serait pas réveillée. Ben oui, ça non plus, c'est pas établi. Que de questions. Merci beaucoup, Claude Charron, pour ces précisions. Ça a été extrêmement intéressant de vous parler. Au plaisir, à la Denis. prochaine. Au revoir. Alors, pour essayer de comprendre le travail des policiers dans cette histoire abracadabrante, j'ai avec moi Jacques Landry, un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et maintenant enquêteur privé. Bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Que penser du travail des policiers? Quand on voit ça, on se dit, est-ce qu'ils ont pataugé? Comment se fait qu'on n'est pas plus avancé que ça? Une chose est certaine, on doit au moins se questionner comment se fait-il que ces éléments de preuve-là arrivent si longtemps après l'événement factuel comme la découverte ou la plainte à l'effet qu'un enfant était disparu. Bizarrement, ça me fait penser aussi qu'il y a environ un mois, on avait vu qu'il prétendait avoir une nouvelle piste en ayant découvert du sang dans la chambre ou l'appartement. Et bizarrement, cette piste-là, encore une fois, s'est effacée en disant que c'était pas tout à fait ce qu'on pensait. Oui, c'est ça. Il y a un mois, ils nous ont dit on est sûr qu'elle est morte à l'intérieur de la chambre. Parce qu'au début, on pensait qu'elle avait été enlevée, que les ravisseurs étaient partis avec elle. Mais là, ils ont dit là, on a la conviction qu'elle est morte à l'intérieur parce que des chiens avaient reniflé, semble-t-il, quelque chose. Exactement. Puis ça devait relancer l'enquête sur des suspects potentiels en quelque part. Et là, bizarrement, il y a une semaine, on entendait qu'un véhicule que les parents auraient... L'an passé à... Au total, 5,6 millions en lot à gagner. La boule aux œufs d'or Gala Country, ce dimanche 19h à TVA. Lors du commentaire de Claude Poirier, on y va d'abord avec cette sortie des policiers aujourd'hui, un an après l'événement. C'est sûr que les gens ont tendance toujours à faire des comparaisons avec Polytechnique puis avec ce qu'on a vécu l'an passé à Dawson. Je pense, Pierre, on ne peut pas faire de comparaison, c'est impossible. Rappelons-nous d'abord qu'à la Polytechnique de l'Université de Montréal, Mac Lépine a tué 14 jeunes filles. Là, il y a eu une victime, il y a eu d'autres personnes qui ont été blessées.
Puis c'est pas le même genre d'événement. D'abord, vous en rappelez, vous étiez en ondes, Pierre, c'était une tempête de neige épouvantable, c'était dans des circonstances épouvantables pour se rendre sur les lieux au moment où la Polytechnique s'est arrivée. Et on pensait d'abord que les policiers faisaient face à des 3 ou 4 individus à l'intérieur de l'Université de Montréal, la Polytechnique, ce qui n'était pas le cas. Ça a pris du temps, les policiers étaient à l'extérieur, attendaient. Au collège Dawson, puis je pense qu'il faut le rendre hommage, les 5 policiers qu'on a entendus avec Paul Larocque aujourd'hui ont fait de l'excellent travail. C'est vrai, il y avait un peu de hasard parce qu'il y avait une voiture qui était sur place pour un autre événement. S'il n'y avait pas eu cet événement-là, est-ce qu'on aurait eu le même résultat? Peut-être. Pas le choix. Spécial François Léveillé, jeudi 21h. Dorénavant le dimanche, vous avez rendez-vous avec elles. Elles sont belles, intrigantes, étonnantes, séduisantes. Fait des analyses, ils se sont rendus compte que c'était précis à 80 %, donc ils sont obligés de trouver d'autres preuves. Et là, ils ont décidé d'investir le petit village et ils creusent tout autour d'une église avec l'espoir de prouver que la jeune fille a été enterrée là pendant un petit bout de temps avant d'être transportée dans un véhicule ailleurs par les parents. En tout cas, c'est l'hypothèse que les policiers défendent. Maintenant, histoire de comprendre tous ces concepts-là qui ont été évoqués depuis le début de l'émission, j'ai avec moi Maître Robert Lahaye. Bonsoir, Maître Lahaye. Bonsoir. Alors, on a beaucoup parlé de garde à vue. Ça n'existe pas ici. C'est quoi, ça, une garde à vue? Bien, une garde à vue, mis la mère dans cette situation-là? Garde à vue, le mot le dit, on garde pour voir, pour être capable de voir. Le garde à vue, c'est fait pour les policiers, dans le cadre d'une enquête et pour la nécessité de l'enquête, de détenir une personne que l'on suspecte d'avoir commis un crime en détention pour un maximum de 24 heures. On n'a pas besoin d'un juge pour ça. Pas besoin d'un juge. Pas besoin d'un mandat. Ici, on aurait besoin d'un mandat. C'est la décision de l'officier de police, au départ, de la police judiciaire, et de le garder dans un local appartenant à la police, comme le commissariat ou l'édifice de la gendarmerie. Alors ça, c'est du ressort du policier. Monsieur Landry nous disait, c'est sûr que quand tu es enquêteur, on n'a pas ça ici au Québec, alors on ne peut pas le faire. Mais j'aimerais ça être en Europe, on peut se donner un petit pique-nique, c'est-à-dire qu'on prend le suspect, on le grille 24 heures, on le laisse sortir, on le fait revenir 16 jours après, on le grille 24 heures. C'est un peu le but de la manœuvre, faire craquer le suspect. Parce que le 24 heures, c'est le maximum, mais ça peut être prolongé pour un autre 24 heures si autorisé par le procureur de l'État, qui autoriserait le policier à continuer une autre 24 heures. OK. Mais pour un 24 heures, pas besoin du juge, pas besoin de demander au juge l'autorisation. C'est fondamental. Et on parle de la possibilité de mettre en examen. Ça veut dire quoi, ça? La mise en examen, c'est une décision du juge d'instruction de diriger l'enquête, l'investigation sur une personne déterminée, à la condition, si on a des indices graves ou concordants, que telle personne, au singulier ou au pluriel, ont participé comme auteur ou complice dans un acte criminel. C'est ça la misère, c'est la direction d'une enquête contre des personnes aux conditions que je vous ai énumérées. Alors moi, je ne parle pas au microbiologiste parce que vous n'en êtes pas un. Non. Mais là, on nous dit, on a trouvé des cheveux, puis on aurait une preuve d'ADN. Puis finalement, nous disent, bon, c'est pas béton parce que ce serait précis à 80 %. Moi, je pensais que l'ADN, c'était précis ou c'était pas précis. C'était ça ou c'était pas ça. C'était comme un empreinte digitale. Comment ça fait pour être précis à 80 %? C'est-à-dire que l'ADN, lorsqu'il n'y a pas eu de contamination au moment de la prise d'échantillon, au moment de la constitution de l'expertise en laboratoire, s'il y a eu contamination, c'est là où ça devient plus friable, moins crédible. Il peut y avoir aussi confusion. C'est une empreinte génétique, l'ADN. Alors, on sait que les parents et les enfants, évidemment, héritent des gènes des parents. Alors, il peut y avoir confusion si on n'a pas toutes les caractéristiques bien claires et précises, que c'est le père, la mère ou l'enfant, par exemple. C'est mes cheveux à moi, pas les cheveux de ma fille. Oui. Et il y a un autre phénomène, c'est que c'est un ingrédient, l'ADN, qui est tellement sensible à la transmission. On donne par exemple l'exemple de 2 personnes qui se rencontrent sur la rue et qui se donnent la main, une bonne poignée de main, chaleureuse. Bien, dépendamment des circonstances, si l'une des deux s'en va tuer quelqu'un ou commettre un crime quelconque immédiatement après, il peut transporter l'ADN de celui à qui il a donné la main et le déposer sur la scène du crime. Alors donc, c'est des choses qui sont possibles. C'est jamais si de béton que ça, là. Dans la mesure, là,
ce que Claude nous expliquait, c'est qu'ils ont loué une automobile 25 jours après les événements. OK? Et là, 3 mois après ces 25 jours-là, donc 4 mois après les événements, ils disent « Hey, on a trouvé un cheveu. » Il me semble qu'un avocat qui est moindrement de ciboulot, là, il va prouver que ça a été trop long, qu'il y a quelque chose qui a été... Il y a pu y avoir contamination, il y a pu y avoir fabrication de preuves, on aurait pu avoir le temps, l'opportunité de le faire. Il n'y a rien d'absolu. Prenez les empreintes digitales, hein, c'est une empreinte génétique, l'ADN. Prenez une empreinte digitale, l'empreinte des doigts, des mains, sur une surface comme ici. Bien, c'est pas absolu. Si je fais ça, si je glisse la main, il peut y avoir ce qu'on appelle un smudge, un glissement, alors que les stries, les lignes de l'empreinte ne sont pas lisibles. On voit qu'il y a une empreinte, mais on ne peut pas la lire. On ne peut pas l'attribuer à quelqu'un. On ne peut pas incriminer ou disculper quelqu'un. C'est la même chose avec l'ADN dans un certain parallèle. OK, donc s'ils ne trouvent rien d'autre, s'ils ne trouvent pas d'autres morceaux de tissu, puis s'ils ne trouvent rien dans... Ils sont en train de creuser le village au complet. S'ils ne trouvent rien là-dedans, pour vous, c'est fini. Ils ne peuvent pas jamais les... Bien, c'est pas que c'est fini, mais ça devient très friable parce que, évidemment, la porte était ouverte à toute la parenté et les amis pour aller vérifier. Il n'y a pas d'opportunité exclusive pour les parents d'avoir commis le crime. Merci beaucoup, Maître Lahaye. Ça fait plaisir. Restez là au retour. Le cancer du sein frappe même les plus jeunes femmes. Je reçois une femme qui a appris à 26 ans qu'elle avait le cancer et son combat se poursuit après la pause. J'ai besoin d'aide. J'aimerais avoir des cheveux brillants, mais aussi contrôler les pellicules. Je vous conseille ceci. J'ai des pellicules, plus les cheveux qui frisent. Et moi, j'ai le cuir chevelu sensible. Pourquoi certains fabricants s'imaginent-ils qu'un seul shampoing anti-pellicule? Pas les plus jeunes. Une femme de 26 ans a trouvé une tumeur. Elle a dû subir 5 chirurgies en plus d'une chimiothérapie et son combat se poursuit. Nous avons passé à l'occasion du mois de la prévention du cancer du sein de l'invité. Geneviève Dallaire est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est tout un diagnostic, ça, quand on a 26 ans? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il faut dire que vous étiez un petit peu alerté à ça, hein, parce que votre mère a eu ces problèmes-là. Oui, effectivement, j'avais essayé d'avoir un suivi quand ma fille est née. J'ai une fille de 8 ans. Puis on m'a dit que j'étais trop jeune, que les mammographies, ça se faisait juste à 35 ans, alors qu'ils ne faisaient pas de suivi à cette époque-là pour les plus jeunes. Donc, même si votre mère, elle est morte du cancer du sein, à quel âge? À 37 ans, je crois. Aïe, aïe, aïe. Alors, même si elle était morte très jeune, on vous disait, non, attends d'avoir 35 ans avant de prendre ça au sérieux. Oui, en fait, on me disait pas ça en tant que tel. On me disait, fais ton auto-examen, ton examen annuel avec ton médecin. Mais en dehors de ça, non, il n'y avait pas de suivi qui était disponible. OK. Alors, parce que vous saviez que votre mère avait eu le cancer, vous avez pris ça au sérieux, puis vous avez fait votre auto-examen régulièrement. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai remarqué dans mes notes, c'est que c'est arrivé d'une façon très spectaculaire, tout d'un coup, comme ça. Dans un mois, il est apparu une grosse bosse. Oui, en fait, c'était comme à la fin de l'été, puis je descendais les escaliers, j'avais une douleur, puis là, j'ai trouvé une vraiment grosse bosse. Pourtant, je faisais mon auto-examen, fait que je croyais pas que c'était le cancer, là. Ça pousse pas dans la nuit, le cancer, fait que... C'est la question qu'on se pose, ça pousse dans le mois, en tout cas. Enfin, ça devait déjà être là, mais c'était pas sensible ou... Bref. Alors donc, vous êtes allé voir le médecin. Oui. Et tout de suite, il s'est rendu compte que c'était ça. Il a fait une biopsie, je pense. En fait, non, moi, j'allais voir mon médecin de famille qui était sensibilisé à ma cause. Elle m'a référé à un radiologue. Lui, il pensait que c'était pas ça. Il m'a énuméré plusieurs affections du sein. Mais après une biopsie, il suggère souvent une biopsie quand c'est une bosse spongieuse, qui a du liquide. Puis suite à ça, j'ai reçu le résultat dans les 5 jours. C'était positif. Et là, on dit cancer. C'est un gros mot. On voit l'annonce. Quand on dit cancer, les gens qui tombent par terre... Ça ne doit pas être facile de se faire dire ça. C'est sûr que c'est un peu irréel. Je peux pas dire que c'est difficile parce qu'on n'y croit pas au début, c'est clair. Là. Et vous aviez une petite fille? Oui, elle avait 6 ans à l'époque. Qu'est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là? Bien, ce qui est de merveilleux avec les enfants de 6 ans, c'est qu'ils ne possèdent aucune connotation par rapport à ces maladies-là. Donc, j'ai simplement répondu à ces questions. Je l'ai préparé, j'ai dit que mon sein était malade. Puis je l'ai préparé à la perte des cheveux, mais sinon... Ça a été pas mal ça. Mais vous aviez vu votre mère, vous, plus petite, oui. Quand vous aviez quel âge au moment où elle a été malade? 12 ans, donc peut-être pas son âge, mais en tout cas, vous étiez très jeune. Ça a dû vous rappeler un tas de souvenirs. Comment vous avez réagi? Hey, ma mère a perdu son combat, moi je vais le perdre aussi. Ça vous a démoralisé ou ça vous a motivé? Comment vous avez réagi? Je peux pas dire que ça m'a démotivé ni motivé, ni un ni l'autre. Je l'ai pris d'une manière personnelle, comme je suis. Moi, j'ai fait le choix de me battre.
Puis c'est vraiment cette manière que je l'ai vécu. C'est sûr que je me suis adaptée. Moi, mon souvenir d'enfant, c'était qu'il y avait trop de brouhaha dans la maison, il y avait beaucoup d'insécurité, tout changeait. Ma mère était malade, il y avait beaucoup de gens. Alors nous, on est restés dans la routine, il n'y a rien qui a changé, là, ou pratiquement rien. Là. Donc, vous avez tiré une leçon de ce que vous avez vécu Oui. quand vous étiez plus jeune. Oui. Alors, ça veut dire pas changer. Qu'est-ce que vous avez fait, là? C'est-à-dire que, évidemment, quand j'avais ma chimio, je partais chez ma tante pour la fin de semaine, toute seule. Mais dès que je rentrais le lundi à la maison, j'amenais ma fille à l'école. Le lundi, on allait à l'école, j'allais la chercher. Toute la semaine se passait comme normalement. Il n'y avait pas plein de gens qui rentraient à la maison ou qui venaient faire des choses. J'avais été claire là-dessus. J'appréciais l'aide, mais c'était important de maintenir la routine, la sécurité. Chimiothérapie, c'est pas facile. Tout le monde qui l'a subi nous dit, écoute, c'est l'enfer. Ouais. Donc, c'est difficile après ça de revenir chez soi avec sa petite fille puis de faire comme si de rien n'était. Vous deviez manquer un peu de gaz à un moment donné, non? Je pense que j'ai beaucoup respecté mes limites, je les ai beaucoup verbalisées avec ma fille, puis on a beaucoup adapté nos activités. On a beaucoup joué dans mon lit à faire des jeux de société ou à lire. D'ailleurs, ma fille était en maternelle puis elle savait lire, c'était la seule de sa classe. Mais non, c'est beaucoup adapté. Puis je pense qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Ça nous donne de l'énergie. C'est un peu comme la résilience que possèdent les enfants. C'est que la vie continue. Fait que quand nous aussi, on applique ça, la vie continue, on se sent plus en vie. La peur, là-dedans, vous avez dû avoir peur. Surtout qu'il y avait eu votre mère avant, là. Une panique même, non? Pas vraiment, non. Parce que, comme j'ai déjà dit, quand on choisit de vivre, ben le choix est fait. Il n'y a pas d'autre alternative. Quand on fait tout ce qu'on peut faire pour sauver notre vie, ça sert à quoi de se tracasser? Autant profiter des moments qu'on vit. Donc, vous avez focusé sur ce qui s'en venait, une journée à la fois. Oui. Un peu comme Boulnois, vous savez, j'ai fait quelques entrevues avec Boulnois, puis il disait, écoute, si je vois ça à long terme, je me décourage, ça n'a pas de bon sens, je vais y penser une journée à la fois. Ben oui. Maintenant, il y a la chimiothérapie, mais il y a des chirurgies aussi. Oui, en fait, il y a eu une chirurgie qui était vraiment pour enlever le cancer. Suite à ça, j'ai fait faire, parce que moi, c'est un cancer génétique, donc j'ai fait une ablation totale, puis une reconstruction. C'est ça qui a été plus long, là. C'est jamais vraiment parfait, là. On voit ça dans les films hollywoodiens, mais ça se passe pas comme ça dans la vie, C'est là. jamais comme ça, là, OK. Non. Mais décider d'enlever le sein au complet, Oui, les deux. Les deux? Oui. Ça va pas être facile, ça, comme Ben, décision. C'est difficile, mais en même temps, je pense que c'est vraiment un choix personnel dans la mesure où moi, j'avais traversé ça toute seule avec ma fille de 6 ans. Puis traverser, comme vous disiez, la chimio et l'inquiétude, c'est une chose qu'on ne veut jamais revivre. En tout cas, moi, je ne voulais pas la revivre. Puisque c'est un cancer génétique, j'ai des chances d'en avoir d'autres, de d'autres sources, des différents. Je ne voulais pas prendre cette chance-là. Donc, pour vous, c'est une question de vie ou de mort. Vous dites, je le fais enlever pour éviter le pire. Oui, c'est sûr. Mais comme femme, après coup, parce que j'ai une proche qui a dû se faire enlever un morceau de jambe et qui a eu bien de la difficulté après ça à s'accepter. Comment vous avez pris ça? Elle avait 45 ans au moment où c'est arrivé. Là. Vous aviez 26 ans. Là. Comment vous avez dealé avec l'image de votre corps? Mais je pense que ça aussi, c'est un cheminement au jour le jour. Je n'ai pas vraiment de réponse parce qu'il y a des jours, comme toutes les femmes, où on se trouve belle, puis il y a des jours où on se trouve pas belle. Je pense que c'est dans la nature des choses. C'est sûr que c'est pas un choix facile. Ce serait peut-être plus difficile pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis une mère. Donc, c'est sûr que le jeu de la séduction, il est là, mais c'est pas ma priorité dans ma vie, là. Moi, ma priorité, c'est ma fille, puis c'est très clair aujourd'hui. Alors, elle n'a pas besoin de ça, elle, pour vivre. Oui. Mais n'empêche que dire, OK, on les enlève tous les deux. Là, si vous me dites, j'ai pas paniqué tantôt, avez-vous paniqué un petit peu là, non? Pas vraiment, parce que j'ai pris vraiment le temps d'y réfléchir. Ça s'est pas fait instantanément. C'est pourquoi j'ai eu une première opération où ils ont enlevé la tumeur. J'ai attendu 5-6 mois là, avant de vraiment passer à l'action. Parce que vous auriez pu dire, le sein qui est affecté, d'accord, mais l'autre, on prend une chance, puis on verra. On prend une chance, mais moi, j'ai ma mère qui est décédée de ça. Mes 2 grands-mères sont décédées de ça. J'ai une tante qui a eu le cancer de chaque sein et des ovaires. C'est sûr qu'on regarde aussi son historique familial puis on se dit, OK, moi, de mon côté, là, est-ce que ça va être le même scénario? Là? Après, ça va être l'autre sein, et après, ça va être les ovaires. Non, je ne voulais pas prendre de chance. Est-ce que vous aviez un chum à ce moment-là? Non. Alors, est-ce que ça aurait fait une différence, vous pensez, s'il y avait eu un chum? C'est sûr que ça aurait fait une différence, mais je peux pas savoir laquelle. Parce qu'on se voit aussi dans les yeux de l'autre.
On se voit dans l'inquiétude de l'autre, c'est clair. Et ça a été un bienfait, puis... Et là, vous êtes en processus. Votre reconstruction, vous dites, c'est pas aussi facile que ça, c'est fini ou ils ont... Non, j'ai eu ma dernière opération le 15 août. Puis, ben, je suis pas encore sûre que c'est terminé, mais j'espère. Pourquoi? Qui décide si c'est terminé? Comment ça marche? C'est lui qui décide ou c'est vous qui dites, bon, OK, je suis satisfaite de ça, là, puis on en parle? Bien, c'est sûr que ça pourrait être imparfait, puis je pourrais dire, là, je suis plus capable, là, je suis satisfaite, puis on se reverra dans 20 ans, là. Mais, en gros, c'est sûr que s'il y a des complications ou un problème, c'est lui qui va me dire, on est mieux de l'arranger, ou ça m'est arrivé une fois que la prothèse monte jusqu'ici. On n'a pas vraiment eu le choix, là, on se promène pas avec un sein dans le front. Non, c'est ça, un sein dans le front, là, c'est... Alors, remarquez bien qu'il y en a certains qui se les font monter à peu près à cette hauteur-là, puis c'est pas toujours winner, comme on dit. Mais pour en venir plus sérieusement, il y a quand même cet aspect esthétique qui est important, là. Je veux dire, l'esthéticien va vous dire, OK, là, c'est correct, d'un point de vue médical, mais d'un point de vue esthétique, c'est vous qui allez décider, non? Bien, pour être honnête, je peux pas croire que j'aurais une relation avec un homme qui ne constaterait pas au toucher que c'est pas naturel. Alors, pourquoi tout se baderer de l'équilibre puis de l'apparence? Je m'en vais pas faire des shootings dans une revue érotique. Personne ne va les voir, sauf moi. Puis la personne que j'aurai choisie pour les voir. Fait que pour moi, c'est pas si important que ça, non, vraiment, là. En autant que c'est beau dans mon linge, là. Question délicate. Avez-vous rencontré quelqu'un après coup? Est-ce que... Bien, il faut que j'avoue que l'hôpital, c'est pas vraiment un milieu propice pour rencontrer des gens. Donc, comme ça fait 2 ans que je suis à l'hôpital quasiment aux semaines, là. OK, donc il n'y a pas eu cette première fois là, où il faut vous dévoiler. Est-ce que vous la redoutez? Pas particulièrement, non. Quand vous dites, quand le gars va m'aimer, il va m'aimer à 100 Il pense ça comme ça, puis il va le savoir de toute façon. Bien, c'est clair. OK. Alors, si vous voulez, on va faire une pause, puis on va parler de votre petite fille, comment elle a pris ça, puisque c'est éminemment héréditaire. Dans son cas, c'est évident. On fait une pause après. On se retrouve dans 3 minutes. Febreze Notable. Il rend les endroits les plus inattendus agréables. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait des heures que t'es là. Febreze Notable élimine les odeurs causées par les bactéries et alterne les parfums pour renouveler la fraîcheur. Qu'est-ce que tu faisais tant tout ce temps-là? Febreze Notable et ses 2 nouveaux parfums. C'est toujours frais, pas à peu près. J'ai besoin d'aide. J'aimerais avoir des cheveux brillants, mais aussi contrôler les pellicules. Je vous conseille ceci. J'ai des pellicules. Ce dimanche. Aussi. Idéal. Entreprise vous aide. Opéré, on souffre encore ou c'est terminé dans votre tête? Bien, je peux pas dire que je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui souffrait. C'était pénible, là, mais non, je me considérais comme une soldate ou une guerrière. Alors... OK, et dans votre tête, c'est fini ce combat-là? Ouais, je peux pas dire un oui définitif. Oui, mais il faut toujours être aux aguets, hein? Oui, c'est ça. Garder les armes. Exactement. On parlait de votre petite fille tantôt et vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Vous avez dit, il a fallu que je la prépare à la perte de cheveux. Parce que pour elle, c'est sûr que dans son monde à elle, voir sa mère ne plus avoir de cheveux, c'était quelque chose d'éventuellement traumatisant. Vous l'aviez vécu avec votre mère, ça vous avait dérangé à ce moment-là? Oui, ça m'a dérangé. Moi, ma mère avait gardé sa pleine longueur, puis de traitement en traitement, elle perdait des bouts de cheveux, là. Ça faisait des trous. Je trouvais que ça lui donnait un air plus malade. Moi, c'est certain que au moment où j'ai su que j'avais le cancer, je me suis fait couper les cheveux très courts. Après le premier traitement, j'ai remarqué que je commençais à perdre des cheveux, puis là, je les ai rasés. J'ai pas attendu. Fait que je l'avais préparé au fait que je me raserais les cheveux, puis qu'éventuellement, bien, il n'y aurait plus de petits bouts de cheveux, là. Ce serait... Ça tomberait. OK, donc il y a eu comme une étape là, pour qu'elle se prépare à l'idée, plutôt qu'avoir des portions de cheveux là, qui s'en allaient, là, comme ça. Alors, elle a réagi comment, votre fille? Bien, c'est sûr que quand elle m'a vu la première fois avec les cheveux rasés, elle n'a pas trouvé ça super beau, là. C'était un choc, c'est clair. Mais après ça, elle a vraiment commencé à s'adapter. Elle m'appelait son petit kiwi. Elle me flattait toujours les cheveux. Elle voulait montrer mes cheveux à tout le monde, mais pas de cheveux.
C'était pas si choquant, finalement. Et vous êtes inquiète pour elle quand elle va grandir, compte tenu de l'hérédité qu'il y a dans la famille là-dedans? Bien, pour être honnête, la raison pour laquelle je m'implique dans la Fondation du cancer du sein, c'est justement pour qu'on amasse des fonds pour développer des nouvelles techniques ou des vaccins ou pour justement éviter aux jeunes filles de la génération qui s'en vient de devoir traverser ce que nous, on a traversé. C'est-à-dire, moi, j'ai traversé exactement le même traitement que ma mère. Il y a quand même 20 ans d'écart entre les deux. Il me semble que... Vous trouvez que ça ne s'améliore pas vite? Il y a beaucoup de recherches qui se fait, ça, je peux dire ça, mais le remède miracle, j'ai hâte qu'il soit sur les étalages. Et le traitement est tout aussi difficile que ce que votre mère a vécu? C'est exactement la même potion que j'ai suivie que celle que ma mère a suivie. OK, donc les mêmes doses. Oui. Alors, se joint à nous Pamela Kell, qui est de la Fondation de la cancer du sein. Bonsoir. Bonsoir. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des jeunes femmes qui souffrent du cancer du sein. On pensait toujours des femmes de 40, 45, 50 ans, mais elle n'est pas la seule non plus. Là. Non, il y a beaucoup de jeunes femmes. On reçoit beaucoup de témoignages de jeunes femmes qui nous envoient des courriels, qui veulent avoir de l'information. Des familles de ces femmes-là, de tous âges, en fait, qui nous appellent, qui nous demandent de l'information sur où trouver des prothèses, où trouver des perruques. C'est certain. Et je dois dire que Mitsou, notre porte-parole, reçoit beaucoup de confidences de femmes. Elle est devenue une confidente. C'est incroyable. Les femmes racontent leur vie à Mitsou. Mitsou nous renvoie les courriels. Et puis, nous, bien, ça nous ouvre la porte à communiquer avec ces femmes-là qui sont ailleurs à travers le Québec. Et puis, on leur donne l'information nécessaire. Ce qui m'a frappé dans ce que Geneviève me disait, c'est que le paradigme médical, je dirais, ceux qui pratiquent la médecine, les infirmières, etc., disaient, ben, écoute, avant 35 ans, là, on ne s'occupe pas trop de ça. Pourtant, il savait que sa mère avait souffert de ça, elle, à 37 ans. Et, ça vous surprend de voir qu'on réagit comme ça dans le domaine de la santé? Non, c'est pas surprenant, en fait, parce qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur la maladie. C'est pas tous les médecins qui ont une spécialisation ou qui connaissent certaines problématiques. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est on fait souvent référence aux femmes de 50 ans parce qu'on présente la mammographie à partir de 50 ans. Dans le cas de Geneviève, je pense que toi, tu n'as pas passé de mammographie. Ça a été plus une échographie? Oui. Vous passez une? Non. J'ai déjà passé une mammographie avant, mais cette fois-là, c'était seulement une échographie. C'est ça, parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est technologique. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des femmes de 50 ans et de mammographie, parce que la machine, comme telle, va détecter mal la tumeur. C'est-à-dire que quand une femme de 20 ans va passer une mammographie, les tissus qui vont apparaître sur la photo sont blancs, puis on recherche une masse blanche. Donc, c'est pour ça que c'est confondant pour le public et pour les médecins. Effectivement, c'est très confondant, mais ce que nous, on dit à la Fondation du cancer du sein du Québec, c'est dès que vous avez un doute, posez des questions à votre médecin. Et puis, s'il n'est pas en mesure de vous répondre, allez voir un autre médecin. Ou il y a quelquefois, il y a des infirmières qui possèdent beaucoup d'informations. Donc, ou regarder des sources d'informations comme celui de la Fondation du cancer du sein du Québec. Là, vous êtes en campagne de sensibilisation, c'est le cas de le dire. Vous avez un petit foulard. C'est quoi votre foulard? Ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est un foulard qui est vendu grâce à Clin d'œil. C'est la deuxième année qu'ils font une levée de fonds. C'est très important des partenaires comme Clin d'œil d'organiser des activités comme ça pour nous aider à offrir des services. Parce que oui, on fait du travail pour la recherche, mais on a un programme Sérénité qui offre du soutien aux femmes également. Et le travail de Mitsou aussi est également de faire de la sensibilisation. Et vous avez tous les deux un ruban rose, c'est encore le symbole, hein? Oui. Et ça, vous le vendez ou quoi? Ça sert à financer aussi? Ou... Non, c'est plus lors d'événements où il y a des gens à travers le Québec qui organisent des événements qui, quand ils organisent, ils demandent à avoir des rubans à la Fondation. Et la Fondation peut leur envoyer une certaine quantité. Donc, vous avez vraiment la détermination de militer là-dedans pendant un bout de temps? Ah ben oui, c'est clair, là.